On va entamer cette dernière séquence de notre Global Cities Forum dans lequel on a essayé de mettre en résonance les différents aspects qui intéressent les développements urbains des grandes métropoles. On aura cet après-midi Michel Leloup qui nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur d'accompagner les tables rondes, de les animer et d'essayer de répartir la parole pour que ce soit le plus vivant possible, le plus intéressant, le plus dynamique. Et puis en ouverture de cette séquence, on a voulu donner une dimension poétique après des sujets qui pouvaient apparaître parfois un peu techniques sur la gestion des déchets, les déblais, les nouvelles formes de travail. François Skeutend, qui a obtenu le Grand Prix d'Angoulême de bande dessinée en 2002, qui, il y a déjà plus de 10 ans, a commencé des représentations poétiques, non pas seulement de Paris, mais du Grand Paris, nous fait aujourd'hui l'amitié d'abord et le très grand plaisir aussi de venir pour introduire cette séquence sur Habiter les villes en nous invitant à une ouverture un peu poétique sur la manière dont on perçoit et dont on ressent les phénomènes urbains. François, merci beaucoup pour ta présence et la parole est à toi. Oui, donc merci à Alexandre Misov et merci à Christian Blanc parce que c'est grâce à eux que j'ai eu l'occasion de travailler sur cette notion de Grand Paris. Et donc, ce qui m'a beaucoup amusé et plu, c'était qu'on m'a demandé de donner à voir, de donner une espèce de prévisualisation des enjeux d'une ville-monde. Et c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de rêver la ville comme une planète avec son écosystème, avec ses jours, ses nuits, avec son temps spécifique, et d'être un petit peu comme un petit prince qui descend sur une planète qui s'appellerait Paris. Et c'était une façon un petit peu de casser un certain nombre de réflexes, une façon d'ouvrir, de donner de l'air à cette notion de ville-monde et de lui donner aussi un peu de matière, de tourner un peu autour d'elle comme on tourne autour d'une planète. Et donc, avant d'entrer un peu plus loin dans les utopies, les rêves autour des villes et de Paris, je voudrais vous raconter les rêves d'un écrivain qui me passionne, c'est Jules Verne. En fait, vous connaissez tous, évidemment, ses Voyages extraordinaires, vous connaissez tous 20 milieux sous les mers ou bien d'autres de ses romans, enfin j'espère, parce que c'est une œuvre vraiment passionnante. On sait moins qu'en réalité, avant d'habiter Amiens, où il a vécu quand même, où il a à peu près écrit la plupart de ses romans, il a vécu à Paris, et c'est à Paris qu'il va, en même temps qu'il termine 5 semaines en ballon, il écrit un livre très très étonnant qui s'appelle Paris au XXe siècle, qui est un livre un peu particulier, que certains considèrent comme un peu inachevé, ou pas en tout cas à la hauteur de ce qu'il a fait par la suite. Mais moi, j'ai beaucoup d'attachement à ce roman, parce que c'est un petit peu un roman d'anticipation. On est en 1860, Jules Verne est en train de devenir, il a les désirs d'écrivain, il a fait seulement quelques comédies musicales, quelques opérettes qu'il a écrits, et il rêve de grands romans. Il pense donc faire un récit autour de Paris. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que d'abord, il vit là, évidemment, et il va appeler son roman Paris au XXe siècle, et ce roman va être refusé par Jules Hetzel, avec qui il a commencé à travailler sur les Voyages extraordinaires. Ça va être refusé parce que Hetzel trouve que ce roman n'est pas du tout à la hauteur du reste, est beaucoup trop fantasque, beaucoup trop curieux, bizarre, et va décevoir le public qu'il espère, parce qu'il a une idée très, très intéressante sur ce que doivent être les récits de Jules Verne. Ils ont un dialogue entre eux très, très exigeant. Jules Hetzel est vraiment parfois très précis sur les critiques qu'il fait à ses romans. Et donc ce roman, Paris XXe siècle, va être abandonné, il va être mis dans un coffre. Et c'est seulement très, très, très longtemps, on savait qu'il existait, ce roman. Et c'est en 1996, que 94 même, je crois, que ce roman est retrouvé dans ce coffre qui appartenait à la famille Verne. Et c'est un roman que tout de suite les éditions Hachette ont voulu publier. Et ils m'ont proposé de l'illustrer. Donc c'était un très grand plaisir d'illustrer un roman
fantastique de science-fiction, avec la difficulté qu'il l'a imaginé en 1860 et qu'il se passe en 1960, un siècle plus tard. Donc évidemment, il faut faire preuve d'imagination et penser à la façon avec quel élément il se base pour projeter ainsi la ville un siècle plus tard. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. D'abord, il imagine un Paris évidemment qui s'est terriblement développé. Le livre est très fort en danger, c'est quand même assez extraordinaire de nous mettre ça en avant, c'est quand même une vision, mais curieusement, il y a quand même un livre qui est là, et qui est comme un observateur de la ville, un livre géant, dans lequel est configuré tout ce qui se passe dans la ville. Là aussi, on n'est pas très loin de ce qui peut se passer actuellement dans certains pays, où les caméras d'observation, les caméras observent l'ensemble de la population. Et donc, dans ces illustrations que j'ai réalisées, il y a beaucoup de choses qui étaient très troublantes au regard de ce qu'on vit aujourd'hui. Évidemment, d'abord des arches comme ça, très grandes, qui sont là pour marquer les grandes places et les grands lieux de la ville. Et puis, surtout, il voit Paris se transformer. Les chantiers haussmanniens ont commencé, c'est évidemment considérable, presque 60% de la ville de Paris va être transformée par Haussmann. Et donc il imagine un peu un haussmannien affolé, où on aurait un nombre d'étages considérable et surmonté là aussi par des toitures tout à fait ouvragées. Bon, les descriptions ne sont pas toujours très précises, donc je me suis parfois permis d'aller un peu plus loin, mais c'était quand même assez visionnaire. Évidemment, il a le modèle Haussmann et c'est celui-là qu'il amplifie. Alors le livre, oui, le livre vraiment c'est une ode au livre, c'est une espèce de cri de désespoir. Il a peur que le livre disparaisse, ce qui est tout à fait étonnant. En 1860, le livre a encore une place considérable, mais il a peur. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ces livres, autour de la façon dont ils sont au cœur même de la cité, dont ils témoignent de tout ce qui se passe dans la cité. Et puis il y a des machines qui sont un petit peu une préfiguration du fax, ou en tout cas d'ordinateurs, de machines à écrire mécaniques, qui prennent beaucoup d'importance. D'ailleurs, ce qu'elles ont quand on voit aujourd'hui certains lieux qui concentrent toutes les technologies, on voit qu'elles sont assez importantes. Et puis, là aussi, il y a des choses très, très troublantes. C'est la circulation des voitures. Et là, il imagine des voitures électriques et des embouteillages de voitures électriques. Alors, quand j'ai dessiné ça en 1995, je crois, la voiture électrique n'avait pas beaucoup d'espoir. Elle était un petit peu un espoir très, très, très lointain. Aujourd'hui, elle entre vraiment dans l'avenir des villes. Et donc, c'est assez incroyable de se dire que Jules Verne pensait déjà à uniquement une ville de voitures électriques, avec des viaducs qui permettent malgré tout de libérer la circulation au sol, parce qu'il imagine effectivement un Paris très embouteillé. Ça, c'est très amusant, évidemment, de voir. Il prend un petit peu le modèle londonien. Il est très inspiré par Londres et il pense à cette concentration. Et puis, il imagine aussi de relier Paris à la mer avec un canal qui serait beaucoup plus imposant et avec la possibilité ainsi de faire venir des paquebots gigantesques. Ça se passerait dans le port de Grenelle et il y voit vraiment des monstres de fer arriver et venir débarquer leurs touristes presque au cœur de Paris. Ça, c'est vraiment très, très, très amusant de penser à ça. L'utopie du Grand Paris, c'est aussi de se relier d'une façon très forte à la mer. Les villes-mondes ont ça dans leur identité. Et alors, chose très, très amusante aussi, c'est la façon dont il a presque une idée de ce que pourrait être une tour qui dominerait la ville de Paris, qui serait comme un phare la nuit. Et là, on est bien avant la construction de la Tour Eiffel, et donc c'est assez amusant. Donc il avait vraiment la prémonition qu'il fallait avoir un lieu puissant, élevé, qui domine et qui marque l'identité de la ville. Et il imagine aussi un immense cimetière tout à fait considérable. Il imagine aussi des ballons qui sont là pour capter la foudre. Bon, toutes ces visions font vraiment partie de ce livre. Et c'était très, très étonnant d'entrer dans le regard de Jules Verne. Bon, ce roman peu connu et en même temps qui montre
déjà une créativité, une envie de voir l'avenir. Il va le réaliser en partie dans ses récits, bien sûr, mais sur Paris, il y aura peu de choses à part ce livre. Alors voilà, donc c'est cette idée de ville-monde, et en fait, quand on aborde ce sujet, plus que jamais, il faut rêver la ville, il faut l'imaginer dans toutes ses dimensions. On pourrait, alors là, je vais me permettre moi aussi de faire comme Jules Verne. Je vais vous projeter de ce que pourrait être Paris en 2045, par exemple, où on ne pourrait presque plus tourner, où on ne pourra plus entrer dans Notre-Dame de Paris, trop haute fréquentation. On créerait des passerelles comme ça, qui permettraient de découvrir dans les détails les toitures, les sculptures. Et vous voyez que le front de Seine a été refait aussi, des petits détails qui montrent que la ville change. Et puis évidemment, il y a une décision en 2060 de véritablement enfermer le cœur de Paris par une immense verrière, ce qui aurait beaucoup d'avantages parce qu'on aurait un ciel bleu comme aujourd'hui, absolument parfait tous les jours, et il y aurait des portes qui permettraient d'entrer. Alors évidemment, on aurait réhaussmanisé une partie des immeubles un peu trop récents pour donner une vision plus adéquate au tourisme. Et en fait, il faudrait évidemment avoir évidemment, il y aurait un payage assez considérable, mais aussi un costume adéquat à entrer dans ce cœur de Paris, devenant ainsi une ville musée. Alors la Bibliothèque de France, elle a trouvé un nouveau système tout à fait original. Elle développe des écorces qui comme ça, couvriraient les façades de verre pour protéger les manuscrits, les livres les plus rares, plutôt que de s'enfermer par l'intérieur. Ils ont décidé d'avoir une peau naturelle extérieure. Et donc vous voyez cette immense cloche comme ça qui recouvre le cœur de Paris. Alors ça a beaucoup d'avantages. On peut avoir une rosée le matin, on a toujours un air absolument idéal, non pollué. Il n'y a pas de voiture, on se promène, les circulations sont idéales. Il y a encore des chevaux, on a ramené les chevaux dans Paris pour que l'image, la carte postale soit la plus adéquate, la plus parfaite et corresponde le mieux à l'attente des touristes. Parce qu'évidemment, Paris accepte l'idée qu'il faut sacrifier à cette image du tourisme. Alors évidemment, le reste est un petit peu abandonné. On a décidé que on en ferait ce que les promoteurs en veulent. Et bon, il y a des sacrifices à faire. Mais on a encore le temps, hein, c'est 2060. Tiens, je ne sais pas ce que c'est ça. Alors oui, vous voyez là, c'est une version encore intermédiaire. Là, on est un petit peu avant la coupole définitive, où on est passé d'une première passerelle à une passerelle beaucoup plus sophistiquée autour de Notre-Dame, qui permet ainsi de la visiter par l'extérieur, de tourner autour d'elle et de découvrir toutes les sculptures d'ailleurs qu'on voit assez mal, qui sont très intéressantes, dont certaines ont été bien sûr faites sous la direction de Viollet-le-Duc. Et donc cette coupole monte quelque part, est une innovation, mais là on est dans les années 40, 2040, mais ce n'est pas très précis. Hein. Et puis la Tour Eiffel elle-même est victime aussi de son succès. Trop de monde, alors on a mis aujourd'hui des parois de verre dans le bas pour essayer d'un peu contrôler son passage, mais l'étape suivante, c'est des grandes arches qui permettraient d'avoir des passerelles qui tourneraient autour, là aussi, de la Tour Eiffel. Vous voyez des grandes serres aussi qui sont de part et d'autre en contrebas. Alors l'avantage de ceci, c'est évidemment d'avoir beaucoup plus de possibilités, de beaucoup plus de flux de public et de la visiter à différents niveaux sans passer par les ascenseurs qui sont surchargés et qui ne permettent plus d'accepter la demande. Et donc voilà, c'est une chose qui va être très vite intégrée par le public, même si ça a été assez contesté. On a considéré que ces arches défiguraient évidemment l'objet emblématique de Paris, mais au vu du nombre de touristes, il a fallu prendre cette décision. Et puis, alors d'autres quartiers, un quartier comme la Défense, qui était longtemps... Ah, on y va? Je te laisse prendre la main. On va réessayer, voilà. Alors le quartier de la Défense, c'est un quartier qui a longtemps une image un peu particulière, un peu non définie. Et là, brusquement, là on est vraiment encore un peu plus tard, on est peut-être 2050,
Et on voit un quartier qui se transforme complètement avec une identité nouvelle, puisqu'ils ont décidé de transformer le haut de leurs immeubles en d'immenses flammes qui sont en fait constituées de petits capteurs, de capteurs de lumière et en même temps de capteurs de rosée, de capteurs de vent. Et ces capteurs, ces flammes en fait, évoluent au vent, bougent, et ça va donner une forte plus-value à ce quartier. Il y a toute une embellie qui se crée avec une série de passerelles qui relient ces différents immeubles. Et donc le quartier de la Défense va devenir un peu un modèle du genre parce qu'il y a eu une audace, une volonté d'être à la pointe avec des technologies qui évidemment permettent que ces immeubles deviennent totalement autonomes et même de renvoyer l'électricité et de l'énergie en contrebas. Voilà quelques-unes des visions que j'avais envie de vous partager rapidement avant que vous en veniez à des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus nécessaires. Mais je voulais seulement vous dire qu'on a bien besoin d'utopie et on a besoin aussi de dystopie. On a besoin aussi d'imaginer le pire pour avoir le meilleur. Merci.